Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain. Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La Planète Demain, la seule émission de radio dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales innovantes. Alors aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio deux acteurs importants de la transition écologique. J'ai nommé Charles Duval-Leroy, qui est directeur général de la maison de champagne Duval-Leroy, du même nom, et Simon Bestel, cofondateur de Fève. On dit bien Fève, c'est bien cela ? C'est ça. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Charles Duval-Leroy, l'histoire de votre famille débute en 1859. Depuis 6 générations, vous incarnez le savoir-faire champenois en créant avec délicatesse des champagnes d'excellence. Vous avez pour philosophie environnementale le respect du terroir pour l'élaboration de grands vins. Qu'il s'agisse du travail des sols, de la préservation de la croissance, de la biodiversité ou de l'installation de panneaux photovoltaïques, vous avez décidé de limiter au maximum votre impact sur l'environnement. Vos objectifs environnementaux semblent être multiples, mais quels sont-ils précisément ? Non, et comme vous l'avez dit, on est là depuis longtemps et on touche tous les métiers. On est donc depuis 6 générations à travailler la terre, depuis 6 générations à faire de l'embouteillage, donc un travail dit industriel. Et aussi, on travaille sur de la distribution, donc à devoir voyager partout dans le monde pour montrer nos champagnes. Donc on essaye d'être intelligent à chaque niveau. Et c'est vrai que le premier niveau et le plus visible, c'est le travail de la terre. Alors, quel mode de culture visant à préserver l'environnement et à favoriser la biodiversité pratiquez-vous sur votre domaine ? On essaie d'être dans une culture déjà évidemment durable, mais on est dans une réflexion déjà dans le futur. C'est en plus qu'elle soit durable, c'est pas forcément biologique, biodynamique, c'est qu'elle soit la plus économe possible en tout. Donc le moins d'intrants possible, le moins de travail possible, le moins de passage possible. Donc c'est pas qu'une question bio ou pas bio, c'est une question globale sur la dépense en CO2 qui est jamais intégrée dans le coût carbone qui est pas intégré dans l'agriculture bio. Alors, vous vous êtes donné une mission qui est celle de perpétuer le cercle vertueux entre culture et nature. On l'aura compris, avec une démarche viticole vraiment responsable. Mais pour ce faire, quels sont les enjeux environnementaux et réglementaires que vous avez identifiés ? Les enjeux, ils sont multiples déjà. La Champagne, elle est intelligente, elle travaille en collectif. Je dirais pas que Duval-Leroy travaille mieux que les voisins. On a été pionniers il y a une trentaine d'années sur ce développement de moins d'intrants. Aujourd'hui, on a zéro pesticide, zéro insecticide. Mais toute la Champagne y tend. Donc c'est vrai qu'on réfléchit en global. C'est 33 000 hectares. Ces 33 000 hectares qui sont pensés en un seul bloc, que le petit vigneron à 3 hectares ou que la plus grande maison. Tout le monde travaille dans cette bonne conscience. Et le futur passe aussi avec les nouvelles technologies sur comment travailler intelligemment avec l'IA, avec le travail de demain pour préserver la ressource. Alors justement, et pour approfondir un petit peu la question, pour préserver la biodiversité et protéger votre vignoble de façon plutôt raisonnée, comment travaillez-vous les sols ? Les sols, on essaye de moins les travailler possible. Donc on travaille sans herbicides, sans insecticides. Oui. Donc on les laisse respirer. On fait un travail du sol qui va être mécanique. Donc on n'est plus du tout donc avec ces désherbants ou des produits ou des intrants. Donc on va le travailler à la main et pied par pied et le plus naturellement possible. Et cet enherbement permet-il réellement d'améliorer la structure du sol ? Oui, au moins déjà sur les niveaux d'azote, on peut travailler sur, il n'y a plus besoin de l'enrichir. On essaye aussi de donner à nourrir notre sol par elle-même. Donc quand on coupe les branches, il y a une époque, vous avez sûrement en tête ces grands feux en hiver où on taille la vigne et on brûle les serments. Alors c'est super pour faire des très bons barbecues. Mais en hiver, c'est une énergie qui est gâchée parce qu'on coupe, on la brûlait sur place à l'époque. Tout ça, ça a été interdit. Maintenant, on la met en copeaux et on la remet sur le sol. Et c'est 20% d'intrants en moins en engrais. Juste le fait de couper les branches, les mettre en copeaux et les remettre dans la vigne. Alors justement, l'utilisation de ces engrais verts, on va les appeler comme ça, sont-ils finalement propices à faire devenir de vos terres des réservoirs de biodiversité et si oui, pour quelles raisons ? La biodiversité, elle passera surtout par replanter des arbres autour. On le voit dans le Champagne. Un peu, surtout dans les grandes cultures agricoles où on a fait des grandes plaines, où on a retiré les forêts, on a retiré les haies. Ce qui est intelligent, c'est de remettre des haies vives, c'est de retravailler le tour des bordures plus que la biodiversité directement dans la vigne.
Alors on sait aussi qu'il y a quelques maladies quelquefois qui se mettent dans le vignoble. La maison du Val-le-Roi a-t-elle pour objectif de réduire l'empreinte environnementale des produits phytosanitaires qui sont employés en général pour la protection de ces maladies ? Bon, elle les a déjà énormément baissés. Après, ce que fait la Champagne, et la Champagne le fait intelligemment et collectivement, c'est qu'on a mis en place une réserve qualitative. Donc on a décidé de dire que la nature était plus forte. On va prendre le cas pour le gel. Et on traite plus le gel. On avait en tête ces images qu'on peut avoir en Bourgogne, des jolies petites cheminées, il fait chaud, ou les hélicoptères, ou de l'eau pour réchauffer pendant le gel. On fait plus rien en Champagne. Donc finalement, vous êtes passé sur un mode à l'ancienne, on va dire, un petit peu ? Mais à l'ancienne, mais intelligente, dans le sens où aujourd'hui... C'est pas retour en arrière. C'est pas retour en arrière. Quand on a le droit de ramasser, par exemple, 10 000 kilos par hectare, s'il y en a 12 000, les 2 000 en trop, entre guillemets, on les met de côté pour une année où il y en a que 8 000 et on va les débloquer, ce qui permet d'avoir des meilleurs vins et ce qui permet de ne pas pousser la vigne à produire et inversement de ne pas non plus trop la défendre quand elle est attaquée par certaines maladies. Alors c'est ce qu'on appelle le bon sens paysan en fait. Couplé avec beaucoup d'investissements. Alors, évidemment, la viticulture est consommatrice d'eau, on le sait tous. À ce sujet, est-ce que votre maison entreprend une gestion durable de l'eau, et notamment au quotidien ? La viticulture sur la Champagne, déjà, l'irrigation est interdite. Donc, on n'a pas d'irrigation. Donc, déjà, on n'est pas une culture qui consomme beaucoup d'eau. Ah, d'accord. Donc, on n'est pas comme d'autres vignobles ou comme du maïs, du blé, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'irrigation. Donc, déjà, la Champagne travaille par ses précipitations annuelles et c'est vrai qu'il faut mieux partir en vacances ailleurs qu'en Champagne parce qu'il pleut beaucoup chez nous et tant mieux, on en a besoin pour avoir ces sols pleins d'eau. Et après le travail se fait dans la cave. On est passé de cuves béton à des cuves inox qui sont plus faciles à laver et aujourd'hui on est sur moins de 3 litres pour produire une bouteille d'eau, sachant si on fait un comparatif avec de la bière qui est à 6 litres ou 7 litres par bouteille. On sait aussi que dans les modes de développement durable, en tout cas chez les viticulteurs, il y a un privilège qui est celui du circuit court, ce qu'on appelle le circuit court. Est-ce que vous en avez, vous, l'utilité d'une manière générale ? On a le circuit court dans tout ce qui est production. Après, la consommation, elle n'est pas du tout un circuit court en Champagne. Non. 80% des ventes pour notre maison ou pour les grandes maisons, c'est à l'export. Bien sûr. Les chiffres, c'est 46% pour la France. Non, on n'est pas dans une vision circuit court. Alors, on aura compris que votre engagement en matière d'écologie positive vous projette vers l'avenir de la viticulture. Pour atteindre vos objectifs commerciaux et environnementaux, quel sera, selon vous, le travail de la terre de demain ? Il sera déjà moins humain, malheureusement, parce qu'on a du mal à trouver de la main-d'œuvre, mais il va être plus intelligent. On commence à travailler avec des drones, on a des robots autonomes, et ils vont être pied par pied. À une époque, on pulvérisait sur toutes les parcelles. Maintenant, on fait attention s'il a plu avant, tout le travail autour de la météo et du prédictif pour savoir quand est-ce qu'il faut venir traiter. Et demain, ça va être pied par pied, grappe par grappe. Et si vous avez compris dans le sens de l'émission, on parle beaucoup d'écologie positive, qui est un peu le contre-pied de l'écologie punitive. Si vous aviez une définition à donner à l'écologie positive, la vôtre serait laquelle ? Comme vous l'avez dit, faut pas jouer contre la production. Il faut nous laisser produire, il faut laisser produire les gens et on produit intelligemment. On n'est pas dans une volonté de salir. Ça fait 150 ans qu'on est là, 6 générations, on veut transmettre à celle d'après. On n'est pas là pour transmettre un sol qui est pauvre, mort et qui ne produit plus. Donc on a vraiment une envie de rendre au moins la place aussi belle qu'avant et qu'elle puisse encore fonctionner pendant 100 ans. Donc on est en pleine période de fête, le champagne du Val-le-Roi vous attend dans tous les rayons. En tout cas, merci infiniment cher Charles du Val-le-Roi, directeur général de la fameuse maison de champagne qui porte le même nom, qui en plus d'être une maison d'excellence est également respectueuse de l'environnement. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio avec nos invités et avec Thibaut, notre French Trotteur, qui nous parlera d'une opération solidaire. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain,
Christophe Desbiens. Eh bien, nous sommes de retour dans les studios de Sud Radio, La Planète Demain, en compagnie de nos deux invités du jour et bien sûr de Thibaut, notre French Trotter national, qui nous parle cette semaine d'une opération à la fois solidaire et bonne pour la planète, n'est-ce pas Thibaut ? C'est ça, Christophe. En novembre s'est tenue une grande collecte solidaire des jouets à l'initiative de l'éco-organisme Éco-Maison qui gère la collecte et le tri de plusieurs filières, dont les jeux et les jouets. Et cette année, un dispositif totalement inédit a été déployé. 2500 points de collecte partout en France, pour encourager chaque Français à trier ses jouets inutilisés et à leur offrir une seconde vie. Et pour comprendre comment ça fonctionne, je me suis rendu dans l'un de ces points de collecte, dans un magasin à la Grande Récré du 15e arrondissement de Paris, et j'ai rencontré Camille Béranger, la responsable des collectes pour la filière jouets chez Éco-Maison. Elle nous explique en détail le principe de cette belle opération. On encourage les Français à venir trier et donner leurs jouets qu'ils n'utilisent plus afin que ceux-ci puissent avoir une nouvelle vie. Donc on a maillé le territoire de 2500 points de collecte partout en France afin que les particuliers puissent venir déposer leurs jouets, qu'ils soient abîmés, incomplets ou en bon état. Une association partenaire locale vient récupérer les jouets sur un point de collecte. Ils les ramènent dans leurs ateliers de réemploi et ils leur donneront une seconde vie si c'est possible. Et si c'est pas possible, ils partiront au recyclage. D'ailleurs, on est aujourd'hui dans un magasin à la Grande Récré. C'est un des partenaires ? Oui, tout à fait. La Grande Récré est un des partenaires, au même titre que King Jouet, Jouet Club et d'autres enseignes. Ce sont des points de collecte. Dans les bornes, vous pouvez y déposer des jeux d'extérieur, des jouets d'intérieur, type des peluches, des petites voitures, des jeux de société, des jeux de construction. On les récupère. Alors cette filière de récupération des jouets, elle existe depuis quand ? Donc la filière de recyclage et de réemploi des jouets a été créée en 2023. Les particuliers peuvent venir déposer leurs jouets tout au long de l'année. Et l'opération de la grande collecte solidaire des jouets a débuté le 1er novembre et dure tout le mois et sera vouée à être réinitiée en fait dans les années à venir sur tous les mois de novembre. L'objectif, c'est quoi ? Alors on a constaté qu'il y avait encore 3 Français sur 10 qui jetaient leurs jouets dans la mauvaise poubelle, ce qui vouait le produit à l'enfouissement ou à l'incinération. Donc pour nous c'était un constat alarmant et il fallait vraiment qu'on explique aux Français le bon geste de tri et où venir les déposer. Il y a un volet solidaire. Il y a aussi un volet écologique. Est-ce que ces deux volets sont aussi importants pour vous ? Les deux volets sont aussi importants. On aime bien dire qu'on fait plusieurs heureux quand on donne un jouet. Donc c'est l'enfant qui va donner, la personne en insertion qui va se rapprocher du milieu de l'emploi au sein de son association, l'enfant qui va recevoir le nouveau jouet et puis la planète parce qu'on va allonger de la durée de vie du produit. Est-ce qu'on peut s'approcher de ce point de collecte ? Oui, bien sûr, suivez-moi. Alors, il y a beaucoup de sacs, donc on a des puzzles, des jeux de société, beaucoup de peluches, des petits jeux de construction comme des Lego. Quel va être le circuit de ces jouets ? Alors maintenant qu'on voit que la borne de collecte est pleine, le magasin va appeler l'association partenaire qui viendra récupérer ces jouets. Ces jouets seront ensuite emmenés dans leurs ateliers de réemploi. Ils seront remis en état ou complétés si besoin. Et une fois nettoyés, ils seront remis en circulation soit via du don solidaire, soit via de leur revente dans leur boutique. Je suis avec Jessica Bloch, qui est directrice de ce magasin, la Grande Récré. Pourquoi vous avez participé à cette grande opération de collecte ? Alors nous, c'est une continuité. Ça fait déjà plus de 25 ans que la Grande Récré, on fait la collecte de jouets. Donc normalement, c'était uniquement sur la période de fin d'année. Depuis 2023, donc du coup, on est associé à Éco-Maison. Donc là, maintenant, on fait de la collecte toute l'année et non plus uniquement à Noël. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous, des valeurs qui sont ancrées dans l'ADN de la Grande Récré. Et on a surtout aussi une demande de clients, de beaucoup de clients qui nous ont demandé sur l'année aussi, qui voulaient déposer des jouets pour offrir aux enfants. Et là, je vois depuis plusieurs années qu'effectivement, sur la période de fin d'année, les gens sont très 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 généreux et donnent énormément de jouets pour que enfin des enfants puissent passer un bon Noël aussi. Cet aspect solidaire qui est très important, mais aussi un aspect environnemental. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est ce que j'allais vous dire. Nous, c'est effectivement, déjà, notre ADN, c'est le solidaire, forcément, mais il y a aussi le côté environnemental. Donc, tous nos jouets sont triés. Il faut que les jouets soient au minimum complets, si on parle de puzzle ou de choses comme ça. Et on accepte aussi, bien sûr, les jouets avec les piles. Et l'association s'occupe après de faire le tri dans des différents bacs et de redistribuer les jouets. Comme Camille l'a rappelé, on peut déposer des jouets toute l'année dans ces points de collecte. La liste complète est sur la grande collecte solidaire des jouets.com. Et on sait qu'en 2024, plus de 110 millions de jouets ont été ainsi pris en charge. Merci Thibaut, on vous retrouve dimanche prochain pour la suite de ce reportage. Et vous êtes toujours sur Sud Radio dans l'émission La Planète Demain. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Bestel, cofondateur de FEV, l'épargne citoyenne qui finance le rajeunissement et la transition écologique de l'agriculture française. Bonjour Simon. Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et entrepreneur fervent défenseur de la transition sociale et écologique, et après une carrière dans l'agroalimentaire, vous avez cofondé FEV, dont la mission est de faciliter l'installation des nouvelles générations agricoles. Alors, FEV, qui signifie ferme en vie, je crois, vous me direz si, voilà, est une foncière solidaire innovante qui aide les jeunes agriculteurs à s'installer en rendant l'accès au foncier plus facile, et notamment grâce au financement participatif citoyen. On constate que le monde agricole vieillit, et malheureusement, c'est un enjeu majeur de la société, puisqu'en France, 50% des agriculteurs partiront à la retraite d'ici à 2030, avec évidemment pour conséquence directe que la moitié des 220 000 fermes qui seront cédées seront également menacées de disparaître si elles ne trouvent pas de repreneurs, évidemment. Le renouvellement des générations est-il, selon vous, un réel enjeu majeur de société pour les années à venir, ou pour quelles raisons d'ailleurs? Oui, c'est un réel enjeu, parce que si on n'a pas ce renouvellement génération, il faudra forcément faire de l'agrandissement d'exploitation pour continuer à cultiver. Et qui dit agrandissement d'exploitation dit simplification à l'extrême des pratiques agricoles. Et donc on n'aura plus produit en France que du blé, de l'orge, du maïs et pas grand-chose d'autre. Donc si on veut maintenir une certaine diversité qui est très liée à l'agroécologie, diversité et agroécologie sont extrêmement compatibles, il faut maintenir un certain nombre d'agriculteurs sur le sol. Alors aujourd'hui, s'installer en tant qu'agriculteur, ça coûte très cher et les fonds ne sont pas faciles à trouver, notamment pour les porteurs de projets. Et le foncier agricole est-il aussi un véritable frein à l'installation ? Oui, pour un jeune qui s'installe complètement, on va dire une exploitation moyenne en France, c'est 60-70 hectares. Si vous additionnez le prix des terres, le prix des bâtiments, le matériel, éventuellement du cheptel, on arrive très vite à un investissement d'1 million d'euros. Ah oui. Pour un jeune qui s'installe, à moins d'hériter de sa ferme et de tout le patrimoine qui va avec, c'est quasiment impossible. Donc oui, c'est un énorme enjeu pour le renouvellement des générations et pour attirer des jeunes qui ne seraient pas issus du milieu agricole en agriculture. Alors votre foncière solidaire mobilise de l'épargne citoyenne pour acheter des fermes appelées à disparaître. Elle les met à disposition de la nouvelle génération, ces fermes. Mais quels sont les avantages de soutenir le renouvellement d'une génération d'agriculteurs ? Les avantages, c'est que nous, on renouvelle ces générations en poussant le curseur vers l'agroécologie. C'est-à-dire qu'on veut, en même temps qu'il y a un renouvellement des générations, les améliorations des pratiques agricoles. Et le bénéfice pour l'agriculture, c'est qu'on va permettre à des jeunes de venir s'installer et de créer de nouvelles fermes, de nouvelles activités sur le territoire. Il y a aussi un vrai enjeu de maintien d'une activité, d'une agriculture dans les territoires. Donc c'est extrêmement important pour l'ensemble de la société, je dirais. Et le passage à l'agriculture bio pour un exploitant agricole, est-ce que c'est simple à opérer ou ça doit être soutenu beaucoup plus ? Ça doit être beaucoup plus soutenu. C'est pour ça aussi qu'on se concentre sur le renouvellement des générations. C'est-à-dire quand on reprend une ferme, c'est quand même beaucoup plus facile de changer de pratique, d'avoir de nouveaux modèles de production, de nouvelles activités, que lorsqu'on a déjà investi massivement sur un modèle d'agriculture et une filière. Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur ce passage. Mais effectivement, comme vous le mentionnez, c'est beaucoup plus technique. Et donc ça demande un accompagnement fort du terrain. Et la formation des agriculteurs, ça ne serait pas la clé de la transition écologique, par exemple ? C'est certainement une des clés. Et malheureusement, aujourd'hui, on a encore beaucoup à faire de ce point de vue-là. Bon, la baisse du pouvoir d'achat, est-ce qu'elle a entraîné, elle aussi, une diminution de la consommation de produits bio ? Elle a entraîné une vraie baisse de consommation. On l'a vu sur les dernières années. Il y a une vraie crise du bio. Là, il semblerait que ça commence à rebondir. Donc, on revienne sur une croissance de la consommation. Il y a pas mal d'agriculteurs qui ont arrêté le bio entre-temps. Donc, on risque d'avoir un nouvel effet ciseau avec plus de demandes et moins de production. Mais je vais dire, c'est assez commun en agriculture. Donc il faudrait espérer stabiliser un peu les choses pour permettre à la bio de se développer plus raisonnablement et plus sur le long terme. Et selon vous, la bio a-t-elle encore de l'avenir ? En France, j'entends. Je pense qu'elle a de l'avenir en France et dans le monde, enfin en Europe en tout cas. Il y a de gros progrès à faire en termes de production, productivité et d'assolement, c'est-à-dire les combinaisons de cultures qu'on peut avoir en bio. Mais effectivement, la bio a pas mal d'avenir, surtout sur des zones sensibles qu'il faut protéger, par exemple parce qu'il y a des ressources en eau qui servent à alimenter des populations locales. Donc oui, la bio a vraiment sa place dans une agriculture moderne. Alors, j'ai vu que vous aviez lancé un défi collectif qui vise à lever 20 millions de francs d'euros.
d'euros, suis-je bête? Moi, je vis à l'ancienne, hein, vous savez, c'est compliqué, mais j'y arrive. D'ici à la fin de l'année, c'est 20 millions d'euros. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Écoutez, on a fait à peu près une bonne moitié du chemin, donc et ça va se faire beaucoup avec les personnes, vous et moi, on va dire, puisque l'investissement dans FEV permet d'avoir une réduction d'impôts. Donc c'est vrai que sur la fin de l'année, beaucoup de gens se disent qu'il est temps de penser à comment optimiser son revenu et sa taxation. Donc de gros investissements pour FEV sur cette période. Et si certains de nos auditeurs souhaitaient s'engager à vos côtés afin de soutenir la filière agricole, quelle serait la démarche à suivre? Il suffit qu'ils se connectent sur notre site www.fev.co. Et la démarche est très clairement expliquée sur comment investir. Tout se fait en ligne, c'est assez simple. Et en 5 minutes, vous pouvez effectivement épargner pour permettre cette transition et l'installation de jeunes agriculteurs. Alors, l'agriculture a donc un impact sur son environnement. Vous défendez donc l'intérêt des pratiques agroécologiques pour y remédier. Mais de quelle manière précisément ? Il y a plusieurs choses. La première, vous l'avez mentionné, c'est qu'on souhaite que les agriculteurs installés passent au bio dans les 5 ans après leur installation. Bien sûr, il faudra qu'ils soient accompagnés pour ça. Mais on va aussi regarder ce qu'on peut faire en termes de restauration des haies, de préservation de la ressource en eau, par exemple la préservation de zones humides. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur, on va dire, les infrastructures agroécologiques. Puis on va aussi les inciter à diversifier les productions, puisque la diversification des assolements est clé pour restaurer la fertilité des sols en particulier. Favoriser l'agriculture bio, c'est aussi protéger la biodiversité des campagnes françaises et protéger nos sols et la qualité des eaux. Merci cher Simon Bestel, cofondateur de FEV, l'épargne citoyenne qui finance le rajeunissement et la transition écologique de l'agriculture française. Je vous souhaite une belle fin de week-end et vous laisse avec Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio à 12h30 dimanche prochain pour un nouvel épisode de La Planète Demain et vous invite à découvrir notre magazine La Planète Demain, mag chez votre marchand de journaux. À dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picotis Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.